Je vais appeler les intervenantes, intervenants à venir prendre place à table. Merci beaucoup de m'avoir prestement rejoint. Il est 15h50, 55 selon le conducteur des organisateurs, 16h09 à ma montre, et minuit moins une dans le siècle pour celles et ceux qui ont lu Victor Serge. Évidemment, il y avait l'analogie de minuit dans le siècle étant l'arrivée des forces politiques les plus néfastes du XXe siècle, quelque chose qui pourrait se reproduire. Alors vous me direz, mais derrière, quelle cohérence, alors qu'il y a marqué pour une planète vivable, l'urgence à agir, et on va voir, au fond, au cours de cette table ronde, j'en suis à peu près persuadé qu'il y a une convergence des urgences, puisque les mouvements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir dans un grand nombre de pays, et peut-être pourquoi pas chez nous, on va tout faire en sorte pour que ce soit évidemment pas, ne sont évidemment pas des alliés du climat, et c'est de tout ça dont nous allons discuter dans une plénière qui sera, je vous le promets, rassérénante, puisque chacune et chacun des intervenants qui sont présents ici se sont engagés à délivrer un petit speech final sur où nous en serons dans 10 ans, et je vous jure que ce sera heureux. Voilà. C'est la limite de la pensée positive de cette table ronde, puisque nous vivons dans l'actualité dans laquelle nous sommes. Je vais vous présenter les intervenants au fur et à mesure, ça va peut-être être aussi simple. Je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes climatologue, vous êtes ancienne coprésidente du GIEC, vous êtes désormais membre du Haut Conseil pour le climat. Et vous êtes la vulgarisatrice du fait que nous vivons bien un changement climatique et pas un dérèglement, puisque le dérèglement signifie que le climat aurait été régulé quelque part. Je vous ai vu lire ça dans une interview au Monde, j'ai trouvé ça très, très lumineux. Peut-être, avant de nous parler de climat et d'extrême droite, est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi est-ce que là, particulièrement, cette décennie qui se trouve, elle est aussi cruciale? Quels sont les enjeux qui sont devant nous, les grands ordres de grandeur? Est-ce que vous pouvez cranter un peu le problème? Oui, donc en fait, on a réactualisé la semaine dernière avec une cinquantaine de scientifiques les indicateurs clés de l'état du climat planétaire et de l'influence humaine. Donc je résume. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont continué à augmenter, mais bonne nouvelle dans le monde, celle de CO2 due aux énergies fossiles qui avait augmenté fortement sur les 20 ans précédents. Depuis 2019, pandémie, rebond, on est plutôt sur une stagnation, mais on n'est pas encore capable de discerner, vu les changements énergétiques profonds, si en fait c'est le début d'une baisse structurelle. Par la hausse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi par les progrès pour améliorer la qualité de l'air, qui font qu'on rejette moins en Europe, en Chine, en Amérique du Nord de particules de pollution, et on enlève une partie de leur effet parasol refroidissant. Ces deux facteurs jouent dans le même sens. Et du coup, le rythme de réchauffement dû à l'influence humaine n'a jamais été aussi rapide que sur les derniers 10 ans, 0,26 degrés de plus. Et si on va jusqu'en 2023, le réchauffement qu'on attribue à l'influence humaine atteint 1,3 degré. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où le fait de respecter les objectifs de l'accord de Paris, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, l'aspiration à le contenir proche de 1,5 degré, ça n'est pas garanti. Néanmoins, l'autre point important, c'est qu'on sait qu'on a des leviers d'action disponibles maintenant qui pourraient permettre de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Avec un volet, on va dire, de technologie propre, un volet de maîtrise de la demande, efficacité et sobriété, et un volet qui est également important, de protéger et restaurer les écosystèmes pour maintenir en fait leur capacité à stocker du carbone, avec bien d'autres enjeux sur la partie écosystème et biodiversité que cet angle qui est celui du climat. Ce qu'on peut également souligner, c'est que dans le monde, on vit avec une aggravation des conséquences de ce climat qui se réchauffe. C'est très frappant si vous regardez le réchauffement 2 fois plus fort que la moyenne en Europe, par exemple. Et si vous regardez rien qu'en France les années 2022-2023, on a eu la quasi-intégralité des caractéristiques attendues et qui s'amplifient à mesure du réchauffement planétaire. Chaleur extrême et enjeu pour la santé. Là, en Inde, 50 degrés qui ont même entraîné une mortalité de ceux qui tenaient les bureaux de vote. On voit qu'on touche à des limites vraiment dures. Pénurie d'eau, choc sur la production agricole, inondations, multiples facettes. Et si on regarde à Cayenne en Guyane, on discerne
l'augmentation des inondations chroniques à marée haute, qui est induite par la montée du niveau de la mer et qui est un facteur en fait qui va se dérouler à l'échelle de dizaines d'années, de centaines d'années, et qui va dépendre en fait du pic de température qui sera atteint. Donc on est au début de ces impacts qui s'aggravent, qui soulignent pour moi en fait assez nettement la capacité à agir, gestion de risque, adaptation plus transformatrice, pas simplement des incréments pour faire face à ce qu'on a déjà vécu, mais qui s'appuie sur les connaissances scientifiques pour que nos sociétés soient résilientes, nos économies soient résilientes face à ces aléas climatiques. Donc la gravité, la capacité à agir, et on est vraiment sur une décennie critique notamment parce qu'une action pour le climat bien pensée, bien construite, qui intègre la solidarité, l'adaptation, qui intègre aussi tous les aspects de transition juste qui sont essentiels, finalement, ça n'est pas agir pour le climat. C'est agir, en fait, pour le bien-être, c'est agir pour la santé, améliorer le confort thermique dans les lieux de travail, dans les lieux de vie, dans les villes. C'est améliorer la qualité de l'air, c'est avoir des emplois qui ont du sens. Voilà, et donc ces ensembles de dimensions sont essentiels par rapport aux enjeux qui se présentent sur cette décennie, des enjeux climat, mais aussi des enjeux par rapport à l'état des écosystèmes et de la biodiversité. Je veux terminer sur ce point. Cette année, c'est le 4e événement de blanchissement à grande échelle des coraux tropicaux. On observe en France comme ailleurs un dépérissement des forêts. Il y a 10 ans, les forêts, elles absorbaient 7% de nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça n'est plus que la moitié, en fait. On a perdu la moitié du puits de carbone forestier en 10 ans, et on voit en fait les enjeux qui consistent à ne pas penser le climat dans un silo. L'atténuation d'un côté, l'adaptation de l'autre, les écosystèmes dans un troisième sens, mais on a vraiment besoin d'approches intégrées d'ensemble. Et je pense que c'est le défi qui est là le plus important sur cette décennie. Construire une vision d'ensemble, impliquer l'ensemble des acteurs de la société et montrer que cela les protège et qu'ils en bénéficient. Ce retour, il est extrêmement important pour motiver à agir aussi. Merci beaucoup pour ce tableau qui ressemble quand même à une toile de soulage. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher la lumière de façon très fine. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, il y a un grand nombre de pays dans le monde qui ont décidé d'élire des dirigeants d'extrême droite et il y a eu des impacts sur le climat très forts. On sait depuis dimanche qu'on va avoir des élections. Le Rassemblement national dit qu'il est très différent des autres et qu'au contraire, il a changé. Il a changé sur le climat. Il veut assurer notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté énergétique. Donc quelque part, il est peut-être en train d'essayer de vous séduire. Je crois même qu'il y a certains de ces députés qui sont allés visiter votre laboratoire. En quoi est-ce que, je vous pose la question de manière candide, mais en quoi est-ce que le Rassemblement national représente un danger pour les questions climatiques ? Moi, je vous invite simplement à regarder factuellement ce qui s'est produit dans d'autres pays du monde qui ont donné les clés des gouvernements à des régimes d'extrême droite. Je suis scientifique. Parmi les premières choses qui ont été touchées, c'est la liberté académique. Par exemple, au Brésil, l'interdiction aux scientifiques qui, par satellite, suivaient la déforestation de s'exprimer. Les pressions qui se sont exercées sur les scientifiques aux États-Unis. Le fait de saper en fait, toutes les trajectoires de décarbonation dans tous les pays du monde qui ont confié le pouvoir à des partis se revendiquant de l'extrême droite. Et ce qui est particulièrement frappant, lorsqu'on met en avant les enjeux de souveraineté, c'est d'une part une offre extrêmement faible de programmes politiques pour protéger les personnes. Dans le cadre du Comité national consultatif d'éthique, on travaille sur les enjeux croisés santé-climat. Les 2 dernières auditions que l'on a menées portaient notamment sur le directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte, crise de l'eau, pas d'eau, quelles conditions de vie, honnêtement. Quelles conditions de vie, quelle dignité. L'eau, c'est un des vecteurs de l'injustice climatique. Et l'autre audition qu'on a faite, c'est la présidente de la Croix-Rouge du Pas-de-Calais, qui a aidé à gérer 65 000 personnes déplacées avec 15 000 maisons inhabitables. Encore une fois, l'eau, vecteur d'injustice climatique. Le fait d'avoir une absence totale de propositions sur la gestion de risques, sur l'adaptation au changement climatique, ça ne protégera pas les gens, ça relève d'une politique de la tête dans le sable. Et la deuxième chose, c'est les partis politiques, tous, qui se revendiquent de la souveraineté, sont devant une contradiction flagrante en Europe.
On n'est pas sur un tas de charbon, de pétrole et de gaz dans nos sous-sols. Des programmes politiques qui ne proposent pas une sortie du pétrole et du gaz sont des programmes qui actent, en plus des enjeux climat, une dépendance géopolitique majeure par rapport à d'autres pays qui n'ont pas nos valeurs, qui n'ont pas nos mêmes vies démocratiques, respect des droits humains. On l'a vu tragiquement avec la Russie. Les pays du Golfe ne partagent pas nos mêmes valeurs et respect des droits humains. Et imaginez l'approvisionnement en gaz avec une Amérique revenue sous la tutelle de Trump, ce que ça implique sur notre indépendance énergétique. Et c'est cette contradiction profonde qu'il me semble essentiel de souligner, en plus des enjeux climat. Merci beaucoup, c'était limpide. J'en profite pour faire remarquer, si jamais vous prenez avec vos téléphones, parce qu'il y a un QR code, mais je sais que par souci de sobriété énergétique, la décision de SS France a été de couper le Wi-Fi. Et donc, non, mais tous les intervenants vont être comme Valérie Masson-Delmotte, et donc on aura du temps pour quelques questions au micro à la fin. Je me tourne vers vous. Cécile Duflot, vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'ONG Oxfam. Mais eu égard au contexte, il faut quand même rappeler que vous avez été ministre, notamment du logement, pour Europe Écologie Les Verts à l'époque. Peut-être une réaction à ce qu'a dit Valérie Masson-Delmotte. Vous, de votre part, quand vous entendez urgence à agir, vous dites faire croître l'ESS, c'est bien, mais en fait, il faudrait surtout ESSiser le reste de l'économie. Et je voudrais que vous nous expliquiez comment ça se présente et comment ça se présente face à l'extrême droite, alors que depuis lundi matin, les dirigeants de l'ESS disent très bien qu'ils sont impartiaux, mais que leurs valeurs sont orthogonales à celles de l'extrême droite. Et en revanche, pour ce qui n'est pas l'ESS, tout le reste de l'économie, il y a comme un silence assourdissant. Oui, il y a un silence assourdissant et je suis contente de parler après Valérie parce qu'elle dit qu'il faut une réponse intégrée. Et ce que défend Oxfam de longue date, c'est qu'on ne pourra pas s'attaquer au chantier climatique sans s'attaquer de manière simultanée à la question des injustices sociales. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le même système, d'où peut-être le silence dont vous venez de parler, qui est incapable de se réguler, que ce soit dans une logique prédatrice de son propre environnement, de son climat, mais aussi de la biodiversité, mais aussi avec une capacité à accroître la rente et la richesse de quelques-uns et à aggraver les inégalités par le haut. C'est-à-dire que le grand chantier du millénaire, qui était celui de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté, on a réussi quand même à atteindre un certain nombre de succès qui se sont fait balayer par cette concentration d'ultra-richesse. Et pour faire un lien avec l'actualité, on a quand même une interrogation sur le fait que tout ça n'arrive pas dans un ciel bleu. C'est presque attendu. Et c'est là où on voit, et j'ai une inquiétude quand même à partager, c'est qu'on peut discuter ici que peut-être le Rassemblement national aura la majorité absolue le 7 juillet. Imaginez-vous, vous, chacun et chacune d'entre vous, vous vous ramenez 2 ans en arrière, tout le monde aurait dit mais non, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. D'ailleurs, on disait même que Marine Le Pen pouvait être élue présidente, elle n'aurait jamais une majorité à l'Assemblée, du coup on s'en sortirait. Je vais faire une incise, c'est pour ça que je suis très optimiste, c'est que si on peut faire des trucs aussi dingues, négatifs, on pourrait aussi très bien imaginer qu'à un moment, il y a une sorte de gigantesque virage de mobilisation générale pour être à la hauteur des enjeux dont j'ai parlé. Et donc nous, notre conviction, c'est qu'il faut apporter les solutions en même temps pour 2 raisons. D'abord parce que c'est les seules solutions qui marchent, et ensuite parce que sinon on crée un niveau d'inquiétude qui se rajoute à l'inquiétude qu'est la crise climatique. Parce qu'en fait, même si quelques personnes sont dans le déni, ce qui diffuse de façon collective, c'est quand même une menace qui est une menace existentielle pour l'espèce humaine, mais aussi, et ça je pense qu'on ne l'a pas encore suffisamment travaillé, je dis y compris nous, c'est la capacité à faire des deuils. Parce que ce que ça signifie, même de réussir à contenir les émissions, c'est que, oui, c'est un changement, c'est pas qu'un changement de climat, mais un changement de climat, c'est vrai, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça veut dire quoi s'il n'y a plus de neige en hiver? Jamais. C'est un truc douloureux, y compris pour chaque individu. Ça veut dire quoi s'il n'y a plus de rivières aux endroits où on se baignait? Ça veut dire quoi si les maisons dans lesquelles on habite, ou parfois depuis plusieurs générations, elles deviennent totalement inhabitables? Et en fait, on additionne des petits deuils. Et peut-être qu'il y a une responsabilité particulière de notre part, et je le dis parce qu'Oxfam est une organisation qui se revendique écologiste,
après les grands incendies de Gironde en 2022, il y a une tribune qui a été publiée de quelqu'un qui disait oui, mais en fait, finalement, c'est pas si grave parce que les forêts qui ont brûlé, elles sont toutes pourries, il y a du glyphosate, puis c'est des forêts plantées, il n'y a pas de biodiversité. Sauf que, oui, c'est des forêts plantées, il y a 7 siècles, il y a 7 générations, pardon, il y a 3 siècles. Et donc, pour tout un tas de gens, c'est leur environnement, c'est leur espace de vie, et leur dire, en fait, vous vivez dans un truc pourri, et tant mieux si ça bouge, bah, c'est pas du tout possible. Et donc, pour moi, la question, c'est celle de l'accompagnement. C'est comment, non seulement on dit quel est l'horizon, oui, il faut diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, mais comment on fait entre aujourd'hui, là, maintenant, et là où on doit aller? Et notre conviction, c'est que ça doit être un chemin collectif. C'est-à-dire que ça doit être un chemin où on emmène tout le monde, où on explique, où on ne donne pas des leçons, et surtout où on ne crée pas de la tension. Alors, pardon d'être peut-être un peu... je ne sais pas si c'est orthogonal, mais moi, je suis une femme écologiste de gauche depuis 25 ans, et je suis obligée de constater des choses qui sont douloureuses. Une partie des gens qui nous soutiennent, Oxfam France, des donateurs, vous voyez Oxfam France, on est quand même, on mollit pas hein, sur les questions de discrimination, sur les questions de racisme, contre les riches, sur le climat, vous avez la totale en gros. Donc des gens qui nous donnent de l'argent. On a envoyé un message à nos 350 000 contacts, et on a reçu des messages de gens qui étaient très mécontents, qu'on appelle à se mobiliser contre l'extrême droite, en disant « mais nous, on est donateurs, on aime bien ce que vous dites, et on a voté pour le Rassemblement national ». Et je pense que vous tous ici, vous êtes concernés. Parce qu'il n'y a pas autant de gens qui votent sans que ça ait diffusé. Pour plein de raisons, par aigreur, par sentiment de perte d'identité. Et donc on doit s'interroger sur comment on recrée un autre chemin. Et donc je dirais tout à l'heure où est-ce qu'on est dans 10 ans. Je pense que ce virage, il est possible. Mais ça veut dire qu'il faut changer quand même nos manières de faire. Il faut aussi prendre une part qui s'appelle une part de responsabilité dans l'échec. Et tous nos mouvements progressistes qui vivent dans leurs chaussons, nos ONG, elles ont aussi à s'interroger sur comment on parle. Est-ce que je pense qu'on a raison quand on défend l'encadrement des écarts de salaire de 1 à 20 à partir du salaire médian? Sauf qu'en vrai, vous avez parfaitement compris, bah, y a plein de gens qui, ce vocabulaire-là, ils ne le comprennent pas. Et ils ont raison, c'est ultra techno. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc comment on trace ce chemin entre là où on doit aller et l'endroit d'où on part, pour moi, c'est cet enjeu-là qui est le plus central. Et sur le silence, une grande partie du mouvement économique, et sur pourquoi le sujet, ça n'est pas d'avoir quelques organisations exemplaires, le sujet, c'est pas d'avoir la bonne banque parfaite, même si peut-être elle est dans la salle, qui n'investit dans rien du tout de mal, mais notre slogan, c'est toujours « ne changez pas de banque, changeons les banques », bah, c'est pareil, il faut changer les entreprises. Et une partie de ces entreprises, finalement, les valeurs qui peuvent mettre en péril la cohésion de notre pays, bah, ça ne les dérange pas, puisque la logique qui est la leur, pour une grande partie d'entre elles, et ça a été vu ces dernières années, c'est de maximiser la distribution des dividendes à leurs actionnaires. Et c'est pour ça qu'il faut profondément changer le modèle économique, à la fois pour répondre aux urgences et aux enjeux climatiques, mais aussi pour remettre de la foi collective dans un modèle qui est un modèle vivable pour tous. Et ça vaut pour le secteur de l'économie et peut-être plus qu'ailleurs. Et ça oblige à constater que, je reviens sur cette question des écarts de salaire, puisque c'est une question qui est partagée au sein de ce secteur, mais qui n'est pas partagée par les entreprises du CAC 40. Et je termine là-dessus. Jacques Calvet, quand il était président de PSA, Peugeot à l'époque, il avait fait l'objet d'un moment désagréable parce qu'il avait dit qu'il refusait d'augmenter les salaires alors qu'il y avait eu beaucoup de bénéfices. Et sa feuille d'impôt avait été publiée dans le Canard enchaîné. Alors, outre le fait qu'il ne payait pas d'impôts pour tout un tas de défiscalisation, on pouvait constater qu'il gagnait 48 fois le salaire moyen de son entreprise. 48 fois. C'est les années 80, hein, les années du fric, les années de tout ça, etc. Ils n'étaient pas pauvres, les patrons. On est passé à 250, 300 et même 1300 pour certaines entreprises du CAC 40. Ça, c'est une réalité. Et c'est normal que les gens le ressentent, parce que c'est la vérité. C'est la même vérité que quand on supprime l'ISF, mais qu'on baisse les APL, on envoie un message politique. Donc une grande partie des gens de ce pays, ils lisent bien la réalité. Et je pense que c'est se leurrer que de dire « non, mais ils sont un peu bêta-souilles, ils ont trouvé que Bardella était beau sur TikTok, etc. etc. » C'est se rassurer. Je pense qu'on doit on doit s'interroger nous-mêmes sur comment on construit ce chemin, comment on dit qu'un modèle, qui est un modèle
plus solidaire, un modèle qui partage sincèrement, qui le démontre. C'est un modèle qui est bon pour tous et pour toutes. Merci. Peut-être juste un mot sur les rapports entre richesse et empreinte carbone, parce que votre ONG a beaucoup fait pour populariser ça. Alors, Sylvain Wesermann est parti puisqu'il est en période de réserve, mais je pensais à vous en écoutant la fin de son intervention quand il dit bah voilà, il faut que la France on fasse 130 millions d'économies. Il y a 65 millions de Français, donc si tout le monde économise 10%, si tout le monde économise une tonne, c'est cool. Sauf que vous avez beaucoup œuvré à populariser le fait qu'il y a des gens, enfin, notamment les 50% les plus pauvres, qui sont pour l'instant très largement sous les 10 tonnes. Et certaines personnes qu'on ne citera pas, parce qu'à force on cite toujours les mêmes, mais qui eux pour le coup ont une consommation en milliers de tonnes. Donc comme on est sur l'urgence à agir, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu les ordres de grandeur de ce qui pourrait être économisé? Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en lumière l'impact du patrimoine financier, alors des uns et des autres, mais surtout du patrimoine financier des propriétaires de très grandes entreprises. Aujourd'hui, leur impact carbone, par leur patrimoine financier, il est sans commune mesure avec l'empreinte carbone de l'entièreté de la population française, eux exclus, bien sûr. C'est ça le vrai sujet. Et pourquoi c'est intéressant? Regardons-le d'une manière positive. On va prendre un exemple. Monsieur Saadé, le patron de CMA-CGM, il décide que tous ces bateaux vont plus fonctionner avec du pétrole, mais vont être des voiliers. Ben, il est beaucoup plus efficace pour faire baisser les émissions que chaque individu qu'on stigmatise. Par ailleurs, Carbone 4 a montré que même si on était tous exemplaires, et parfaitement exemplaires dans nos consommations, dans nos modes de transport, on atteindrait 25% des objectifs. Les 3/4 des objectifs dépendent de mesures structurelles. Et je le redis aussi, même si c'est parfois désagréable à entendre, cette histoire d'empreinte carbone personnelle, c'est quand même une opération initialement inventée par les pétroliers pour dire c'est pas de notre responsabilité. C'est un peu la même logique que la NRA. Nous, on fabrique des armes. C'est pas nous qui tirons qui appuyons sur la gâchette. Bah, c'est la même logique. C'est de dire, on va dire aux gens, c'est vous, la manière dont vous consommez qui est à mettre en question. Mais on l'a vu au moment de la taxe carbone, quand on dit à des gens qui sont contraints d'utiliser leur voiture, bah, de toute façon, vous allez payer plus cher pour consommer moins, sans offrir de solution, sans offrir de porte de sortie, eh ben, on a abouti à des situations de blocage parce que les gens sont coincés. Donc, j'ai bien entendu, oui, c'est de dire, en fait, si on s'y met tous, c'est sympa, on va y arriver, et nous, là, on s'inscrit en faux. Il y a des gens qui sont plus responsables que d'autres. 3 catégories, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé sur ces catégories. La puissance publique, parce que la puissance publique a la capacité, par la réglementation, par la fiscalité et par la commande publique, d'agir de manière décisive. Ensuite, il y a les grandes entreprises, mais plutôt les propriétaires des grandes entreprises, d'où notre travail autour des milliardaires, parce que par leur détention d'actifs, que ce soit leurs propres entreprises ou leurs investissements, ils ont un rôle absolument décisif. Donc ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les super riches, c'est parce que d'abord, il y aura une capacité de redistribution beaucoup plus efficace. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet oxfamien, maintenant c'est un sujet qui est à la table du G20, c'est un sujet dont Lula parle et c'est un sujet sur lequel l'homme qui est encore actuellement notre président de la République dit qu'il soutient. Et enfin, le dernier point, ce sont les investisseurs et notamment les banques. Les choix d'investissement qu'ils font et ce débat sur économie réelle ou pas économie réelle, en fait, quand on tient le petit bouton du robinet, soit on laisse couler de l'eau, soit on ne laisse pas couler de l'eau. Et ça, c'est assez décisif pour impulser ce changement. Donc voilà où sont les responsables, mais aussi les leviers d'action. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Valérie, c'est que oui, en fait, on a des possibilités. Et que si on réfléchit différemment, c'est pas la même chose de parler de ce grand virage qu'il faut prendre, qui nous permet d'essayer de limiter au maximum les effets du changement climatique avant et après le Covid. Parce que pendant le Covid, tout un tas de choses dont on aurait pensé qu'elles étaient absolument impossibles, des modifications de règles au niveau européen, clouer les avions au sol, nationaliser les salaires, tout ça on l'a fait et on l'a fait très très rapidement. D'ailleurs on a fait par exemple plein de pistes cyclables. Et l'usage du vélo a radicalement changé dans plein de villes très vite, beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Donc parfois aussi, il y a peut-être un manque d'ambition de notre capacité collective, parce que l'espèce humaine a une particularité, c'est qu'on est les champions des champions de l'adaptation sous contrainte. On sait très très bien gérer les différents paramètres, et est-ce que pour aller de ici à Austerlitz, s'il fait super beau, je vais traverser le jardin des plantes à pied. Si vraiment il tombe des cordes, bah, je vais prendre le métro à Jussieu et je vais faire une station de métro. Ça, on sait le faire.
Et donc, on doit savoir le faire aussi de façon beaucoup plus globale, mais il faut une authentique volonté collective exprimée, une volonté politique, une volonté qui ensuite est partagée par l'ensemble des acteurs. Et là, on peut prendre appui sur ce qui existe, ce qui fonctionne, mais il faut aussi plus avoir peur, être capable de se dire ce qu'on fait bien entre nous, on peut être capable de le généraliser et pas être timide. Et je pense que c'est le moment pour que l'ESS et d'autres, d'ailleurs, ne soient pas timides. Parce que sinon, on va se retrouver dans une tenaille qui va être une tenaille de plus en plus difficile à supporter. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir rappelé que le programme des jours heureux, c'est écrit en quelques jours et qu'en quelques semaines après, on a fait la sécu. Et donc, je compte sur vous toutes et vous tous en sortant de la salle pour tweeter Rodolphe, mets des voiles. Oui, voilà. Non, mais Rodolphe, mets des voiles pour que CGM passe à tous ses bateaux en voile. Bon, on est mal parti parce qu'il a pris 9% d'Air France pour faire du fret aérien, mais bon, on peut espérer, on peut espérer. Il fait ici lourde responsabilité, parce que vous avez entendu Cécile Duflot, les patrons doivent s'impliquer. Alors, est-ce que vous êtes en phase? Est-ce que c'est à l'ESS de se montrer en avant-garde, ou est-ce que c'est au reste de l'économie de se SSiser? Et puis, dites-nous un petit mot de la mesure que vous avez prise, que vous avez défendue notamment dans une tribune dans Libération, qui est le dividende écologique, à savoir que l'organisation que vous présidez reverse 10% de ses bénéfices à des actions engagées dans la transition écologique. Dans la tribune à Libé, vous disiez effectivement, si l'intégralité des grands groupes du CAC 40 faisaient la même chose, imaginez la phase de la transition en serait changée. Alors ça, c'est plutôt la fin de l'histoire, effectivement, je le réserverai peut-être pour tout à l'heure. Juste un mot sur la situation d'aujourd'hui, depuis dimanche, mais qu'on voyait arriver maintenant depuis un petit moment. Simplement pour faire un parallèle, et j'espère qu'une partie de l'histoire, en tout cas pour le reste du monde, ne sera pas la même. Pour Maïf, pourquoi pas, j'allais dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Maïf a 90 ans, elle est née en 1934, à un moment où le contexte géopolitique, économique, la situation de l'ensemble des pays était à peu près la même qu'aujourd'hui. C'est un peu ce qui fait peur, bien évidemment, parce qu'on sait ce qui s'est passé juste après, la guerre et autres. Donc j'espère bien que ce profil-là ne sera pas celui-là. Mais en tout cas, pour Maïf, on voit qu'on peut sortir de cela par le haut, parce qu'à l'époque, 156 instituteurs qui luttent très directement contre le monde capitaliste. Aujourd'hui, la Maïf, c'est plus de 4 millions de sociétaires, c'est 12 millions de personnes couvertes. On assure encore principalement des biens au travers de véhicules, au travers d'habitations, donc, et en particulier, on va parler tout à l'heure des effets du dérèglement climatique. Ça s'implémente dans la colonne moins chez nous, bien évidemment, en termes de charges, et ça pose un sujet qui s'appelle l'assurabilité, sur lequel on alerte depuis des années, et sur lequel on est enfin entendu. Ça ne veut pas dire que les réponses sont les bonnes pour nous, mais en tout cas, il y a au moins déjà une écoute, et il y a des choses qui sont en train de se construire. Donc ça, c'est le côté positif. Donc pardon d'avoir refait un petit peu ce sujet-là sur l'histoire, mais c'est important. On voit qu'on peut avoir de l'espoir, parce que la Maïf est aujourd'hui effectivement une entreprise qui est née à un moment où la société ressemblait étrangement à ce qu'elle est aujourd'hui. Sur ce qu'on est aujourd'hui, bien évidemment, pourquoi un assureur comme nous s'intéresse à ces sujets? Je l'ai dit, parce qu'on prend les effets du dérèglement climatique de plein fouet. C'est 10 milliards d'euros pour le monde de l'assurance en 22, c'est 6 milliards en 23, c'est 2-3 fois ce qu'on avait identifié, parce que bien évidemment, on voit ces trajectoires-là depuis un petit moment, parce que notre métier, c'est de gérer de la data et d'agréger un maximum de données. Donc, on voyait arriver ces phénomènes-là, mais là, c'est pas une accélération. Il y a eu effectivement en 21-22 quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu, en tout cas de cette ampleur-là. Donc, on voit comment ça intervient sur nos business. Alors que, quand on regarde l'assureur peut-être avec un autre prisme, et là, je suis vraiment un acteur social de premier plan, un assureur, il faut aussi le voir comme une entreprise d'inclusion au sens large. Aujourd'hui, en particulier en France, c'est pas le cas dans tous les pays. C'est pour ça que je voulais souligner un peu ce point-là, parce qu'en France, on a une chance assez folle, c'est que l'assurance est identifiée, vue comme une obligation. Alors, en automobile, oui, c'est sûr. En habitation, en fait, c'est pas une obligation. On est obligé de s'assurer en RC quand on est locataire, mais quand on est propriétaire, il n'y a pas d'obligation. Mais heureusement, c'est vu comme une obligation, parce que ça nous permet, à nous, assureurs, au final, d'organiser des solidarités. Et parce que ça nous permet effectivement d'avoir, au final, un socle solide nous permettant d'organiser les solidarités. Et quand on a un acteur de l'économie sociale comme nous, bien évidemment, on base tout ce que l'on fait sur l'organisation de ces solidarités-là. Donc c'était important, il faut voir d'où on part. Mais
Avant tout, donc un assureur, c'est un énorme exercice d'inclusion sociale, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on n'est pas assuré, en particulier en France, au final, on ne peut pas vivre complètement bien et complètement donc assumer ce que l'on fait au quotidien. Donc c'est quand même comme ça aussi qu'il faut regarder le rôle de l'assureur. La maison brûle, je crois qu'on l'a entendu, je ne vais pas paraphraser un président qui a sorti ça il y a une vingtaine d'années. Simplement, je vais transformer ce qu'il disait, parce qu'à l'époque, on regardait ailleurs. Aujourd'hui, c'est presque pire, c'est qu'on la regarde brûler, quoi. On détourne même pas la tête. Parce qu'on le sait, on a cette conscience-là. Donc c'est même presque plus fort. Je dis, la maison brûle et on la regarde. Par manque de volonté politique, moi je pense très clairement, oui, bien évidemment. Et le pire, peut-être, et en particulier avec ce que l'on vit, et c'est l'actualité, c'est même une volonté politique. C'est la volonté politique du RN d'installer très clairement la maison commune, l'écologie, comme étant un bouc émissaire des mots citoyens. Enfin, on l'a vu, quoi. On l'a vu. On minimise le sujet de l'écologie, parce qu'en plus, de toute façon, si on monte les curseurs sur l'écologie, vous voyez bien, votre quotidien va être totalement impacté, parce que ça va vous coûter plus cher, parce que ci, parce que là. Donc on voit bien que ça devient même un sujet de programme. Moi, j'imaginais encore que c'était simplement par manque de volonté. Donc, et nous, notre job en tant qu'assureur militant, on milite pour cela, donc on va aller chercher ces volontés-là, ces volontés politiques. C'est ce qu'on cherche à faire depuis 90 ans, avec plus ou moins de réussite, et sur des sujets avec beaucoup de réussite. Mais là, c'est même une volonté politique de se dire, bah, l'écologie, ma foi, c'est un sujet qui est plutôt votre problème à vous. Donc oui, on en fait un sujet de notre programme. Et globalement, à cause de l'écologie, bah, vous voyez tout ce qui se passe, quoi. Donc c'est, ce retournement, en tout cas, ce retournement de vision est assez violent, quoi. Donc s'il n'y a pas de volonté politique, il y a un rôle important à faire jouer aux entreprises. Nous sommes une entreprise d'une taille assez conséquente aujourd'hui, donc on a une possibilité, on sait effectivement que nous sommes un levier, et on est attendu en plus par les citoyens. Parce que quand on regarde toutes les enquêtes qui sont faites depuis des années, il y a une majorité de citoyens français, je parle bien du territoire sur lequel la Maïf évolue et donc propose ses services, il y a une majorité de Français qui ont confiance dans les entreprises pour transformer leur quotidien. Et en particulier les entreprises qui sont en proximité de leur lieu de vie, quelque part. Les entreprises qu'ils voient, soit les entreprises dans lesquelles ils travaillent, soit les entreprises qu'ils côtoient un peu au quotidien. Donc ce serait un poncif de revenir sur la pertinence de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie de terrain, quoi, qui est vue, qui est visible par les citoyens. Donc on a en plus des atouts, quand on est acteur de l'économie sociale, on a des atouts sur lesquels il faut impérativement jouer, quoi. Donc il faut abattre nos cartes à ce niveau-là. Maintenant, j'en viens sur l'action, parce que vous m'avez parlé du dividende écologique, et je ne vais pas faire la liste complète de ce que fait la Maïf sur ces sujets-là depuis le début. Nous sommes bien évidemment un assureur, mais quand on est un assureur, on est aussi, quelque part, on gère quelques milliards, et des milliards, c'est de l'argent qui appartient à notre collectif de sociétaires, à nos propriétaires, hein, parce qu'on a 4 millions de sociétaires, mais ce sont 4 millions de propriétaires. Donc on gère le bien de nos 4 millions de sociétaires, donc effectivement on a quelques milliards que l'on place et qu'on essaie de placer, et on joue énormément sur ces placements-là depuis très très longtemps. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des thèses d'investissement qui sont tellement poussées qu'on arrive à quelque part à imposer ces thèses-là à certains. Et il y en a même, il y a des fonds de placement qui viennent nous voir en nous disant, comme vous avez toujours un coup d'avance sur ces sujets-là, on vient se rôder avec vous parce qu'on sait que demain, ça va venir, quoi. Donc ça, c'est super. C'est exactement le rôle que l'on veut jouer, parce qu'on voit bien que même si on est un acteur assez conséquent sur le marché, 6e assureur français, très bien, mais tout seul, on ne fera pas changer le monde. Donc, on va changer le monde par émancipation, par justement ce qu'on est capable d'expliquer aux autres. Et il faut qu'on transforme, il faut qu'on ESise la société, c'est bien ça le sujet, quoi. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas qu'on reste entre nous, parce que l'entre-soi, ça n'apporte rien. D'ailleurs, notre signature assureur militant, c'est bien cela. Militer, c'est sortir de soi, hein, c'est aller exposer ces sujets aux autres. Parce que quand on est entre soi, là, pardon de le dire, ben là, aujourd'hui, on ne va rien vous apprendre. On est tous convaincus de l'intérêt de l'ESS, de l'intérêt de ce que font nos entreprises. Donc c'est assez facile. Et nous, notre rôle, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a endossé, ça a été un peu incompris dans l'écosystème de l'ESS, que la Maïf devienne société à mission. Il y en a qui nous ont dit, mais c'est quoi ce truc? Oui, nous sommes avant tout, nous sommes d'une mutuelle à mission depuis 90 ans.
Donc devenir une société à mission, certains ne l'ont pas compris. Nous, ça nous permet de parler à d'autres qui ont pas ce statut d'entreprise de l'ESS, donc ça nous permet de leur parler. En plus, quand on est dirigeant et qu'on a notre DG qui prend la tête du mouvement des sociétés impact, c'est pas anodin non plus. C'est pour pouvoir parler à ces entreprises-là, qui sont très loin de vouloir devenir société à mission et qui pourtant, quand on leur parle, elles peuvent entendre des choses et on peut effectivement leur amener des sujets. Alors le sujet qu'on a posé sur la place, on en a fait un commun, ça s'appelle le dividende écologique. C'est quoi? C'est c'est notre poussé par le collectif de gouvernance de la Maïf, et ça arrive en AG en 2023. On a demandé à notre AG s'il souhaitait faire que 10% du résultat du groupe Maïf, 10% annuel, hein, soit réservé au final à notre seul actionnaire. Parce que c'est drôle de dire comme ça, mais aujourd'hui on a un seul actionnaire qui s'appelle la planète. Unanimité complète, bien évidemment, de notre Assemblée générale. Pourquoi je dis bien évidemment? Parce qu'ils sont câblés ESS et ils savent très bien d'où que ce partage de la valeur, parce que c'est bien un partage de la valeur, c'est un changement au final de paradigme sur le partage de la valeur. On fait de la planète une partie constituante au final de notre modèle économique. Au lieu d'en faire une simple, où on va puiser simplement de la richesse, on en fait une partie constituante, donc on lui restitue une partie de la richesse sur laquelle, au final, on construit, parce qu'un assureur, il construit effectivement tout son développement sur une planète qui reste vivable, qui reste assurable. Et donc là, on vient toucher le sujet de l'assurabilité, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Je voudrais juste que vous reveniez sur la capacité de faire tache d'huile sur le reste de l'économie. On voit bien qu'en ce moment, il y a des pratiques détestables comme le rachat d'actions. On n'arrive même pas à imposer aux grandes boîtes cotées de faire du rachat d'actions. On leur permet, enfin, voire on les aide à faire du zèle policier pour faire peur, incarcérer des militants écologistes. Je pense à la dernière assemblée générale du groupe Amundi où des militants écolos étaient venus parler. Ils ont passé 48 heures en garde à vue particulièrement désagréable. Donc comment est-ce qu'on peut imposer à Amundi de faire le bénéfice écologique quand ils sont à des années-lumière de ça? En tout cas, nous, Maïf, on ne peut pas leur imposer. Par contre, on peut leur faire la démonstration que c'est souhaitable et c'est possible. C'est ça la démonstration. Et je pourrais prendre plusieurs exemples dans l'histoire qui font que la Maïf a toujours proposé des communs. Et ces communs-là sont devenus, au final, et ont été repris par tout le monde, et sont devenus des généralités. Elles ont fait évoluer la société. Et quelque part, elles ont bousculé le monde. Mais sur le dividende écologique, qu'est-ce que l'on a fait? Et il ne peut pas y avoir de concurrence sur ce genre d'objet, bien évidemment. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'a pu faire le Crédit Mutuel, donc on ne parle pas de tout à fait la même chose, parce que si on se met sur les mêmes règles, on serait un peu moins puissant, bien évidemment, mais on serait aussi sur des chiffres en milliards. Là, le dividende écologique, en 2 ans, donc ça veut dire qu'on consacre plus de 10 millions d'euros donc, sur des actions directement liées donc, à la planète. Et ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des investissements, hein, ce sont des financements. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas, on ne va pas dire, tiens, on va investir, parce que nos investissements, c'est autre chose. Et là, on investit des milliards, justement, pour faire évoluer et en tout cas minimiser ou limiter le dérèglement climatique, ça c'est autre chose. Là c'est vraiment donc du don qu'on fait à la planète au travers d'actions. Aujourd'hui on mène sur le territoire et on accompagne 14 projets de renaturation de lieux et directement en lien avec la biodiversité. 14, sachant que ça a été voté donc, en 2023, et sachant que donc, chaque année, on est amené à accompagner des projets. Ce qui veut dire que d'abord, le premier passage à l'échelle, c'est cela. C'est-à-dire que chaque année, on va se retrouver de plus en plus, on va avoir de plus en plus d'actions sur le territoire, des actions de long terme, puisqu'on travaille avec la Caisse des dépôts et de consignation biodiversité, avec un engagement à 2050, c'est-à-dire qu'on mesure l'impact de l'ensemble de ces projets et on va les mesurer jusqu'en 2050. Donc, globalement, chaque année, c'est un peu l'effet boule de neige, chaque année, on a un sujet qui va devenir de plus en plus visible. C'est ça qui devient intéressant. Devenant de plus en plus visible et étant assez facilement accessible, ça devient presque une question pour les autres, de dire, mais ce truc-là, c'est possible, ça commence à se voir, et on va commencer à venir nous embêter là-dessus, nous titiller là-dessus. C'est bien ça l'objet. Parce qu'aujourd'hui, on a essayé bien évidemment de discuter avec d'autres acteurs, mais ce n'est pas leur sujet encore aujourd'hui. Cécile l'a dit, aujourd'hui l'objet c'est bien évidemment encore de maximiser les dividendes, et pas un dividende écologique, des dividendes qu'on va reverser à des actionnaires bien évidemment. Je regarde.
J'avais les signes de l'organisation me montrant que l'urgence était de plus en plus urgente en regardant sa montre. Voilà, c'était les signes discrets de l'organisation. Donc je m'en arrêterai là pour les dividendes. Je me tourne vers vous, Catherine Meshkour-Di Maria. Vous êtes secrétaire générale du réseau des ressourceries et recycleries. Et le slogan du Paris Saint-Germain, qui n'est pas exactement un modèle de SS, c'est rêver plus grand. Et vous me disiez, au fond, dans l'urgence à agir, c'est rêver grand, c'est rêver moins grand. L'urgence des urgences, à part celle du 30 juin et 7 juillet, c'est de ralentir pour une planète vivable. Alors je ne sais pas ce dont tu voulais parler en premier, sur l'urgence de ralentir ou l'urgence d'accélérer la mobilisation d'ici le 30 juin. C'est comme tu... En fait, j'avais envie de parler de 4 urgences dans l'urgence. La première, si dans 500 ans, il y a encore des êtres humains sur la planète Terre et qu'ils se penchent sur nous, là, et notre projet de société, c'était quoi leur idéal collectif à ces gens-là, il y a 500 ans? Eh bien, ils avaient en fait un projet qui était la société de consommation. Waouh, qui serait sûrement abasourdi. On ne l'est pas assez, voire on peut dire, après société de consommation, société de destruction, puisqu'on sait que cette hyperconsommation est absolument dévastatrice, puisqu'elle est prédatrice des ressources naturelles, je ne vous apprends rien. Quand on retourne le gant de la destruction, on trouve le soin. Et l'ESS, pour nous, c'est l'économie du soin. Le soin des territoires, le soin des objets, le soin des gens, le soin des collectifs, le soin de soi. Je pense que ça serait une bonne pierre d'angle pour refonder un projet de société. Parce que moi, vous parliez de responsabilité collective, c'est mais moi, ce qui me tue quelque part depuis des années, en plus, les forces progressistes de gauche, ne sont pas au pouvoir, donc elles ont du temps, en fait. Elle est où la convention citoyenne pour le nouveau projet de société ? Elle est où la punchline que demain, si on va faire du porte-à-porte pour aller chercher les abstentionnistes, on leur dit, voilà, l'alternative, c'est ça. Et comme dirait Brancusi, la simplicité, c'est la complexité résolue. Donc, on vous dit ça, et puis ça se décline derrière, avec des politiques. On est incapable de faire ça aujourd'hui. C'est un scandale, en fait. Voilà. Donc, et où est-ce que... Parce que moi, je trouve qu'un gros marqueur de l'époque, c'est qu'on ne parle jamais de l'essentiel, en fait. Parce que le nouveau projet, après la société de consommation, c'est une société de quoi? Et on l'explique à un enfant de 5 ans, on n'est pas capable de le dire parce qu'on n'y a pas réfléchi, parce qu'on ne se donne pas le temps, on ne se donne pas les lieux et on ne se donne pas les moyens de le faire. Donc refondons notre projet collectif de vivre ensemble. Première urgence. Deuxième urgence, avoir un cap. Monsieur Wasserman a parlé des 4 scénarios de l'ADEME, effectivement, qui sont très pédagogiques. Les 2 premiers sont prudents, les 2 derniers sont suicidaires. Bon, c'est ma version, c'est notre vision. Les 2 premiers, c'est la sobriété, la coopération, l'ancrage territorial, la ville du quart d'heure, le bas carbone, etc. Dans ces 2 scénarios-là, l'ESS, c'est THE modèle. Ce n'est pas un truc périphérique où on nous dit « vous êtes bien, vous innovez, mais maintenant, poussez-vous et laissez faire les gens sérieux ». Parce que c'est ça qu'on nous dit quand même. Hein. Voilà. Non, ça devient THE modèle. Donc si on a un cap clair, voilà, on ESSise la société. Parce que je ne vois pas comment on peut ESSiser l'économie si on n'a pas un projet de société et un cap. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque à notre avis. Troisième urgence dans l'urgence, mettre les citoyens et citoyennes à la manœuvre. Moi, je pense qu'on vit un momentum de l'histoire de l'humanité qui n'a jamais eu lieu auparavant. Il y a des décisions politiques qui engagent nos vies, la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, et on ne me demande pas mon avis, en fait. Il n'y a pas de référendum sur les 4 scénarios, là, alors que je vous informe, si vous le savez, on est dans le scénario 4. Hein. Elon Musk, on va tous aller sur Mars quand on a tout grillé. Voilà. Mais moi, j'en veux pas de ça. Et je veux qu'on me demande mon avis, en fait. Et je pense qu'on est tous autour dans la salle à vouloir qu'on nous demande notre avis. Donc, délibérer démocratiquement sur ce cap et ce projet de société. Et deuxièmement, alors, j'allais dire les clés du camion, mais les clés du voilier, aux citoyens, aux citoyennes sur les territoires. Parce que quand on va dans les tiers-lieux, les ressourceries, les recycleurs, etc., mais les gens, ils ont des idées géniales. Ils ont envie de faire des trucs. Ils sont au taquet, mais ils sont épuisés. Ils ne sont pas encouragés, voire on leur interdit d'agir. Ils n'ont pas de moyens. Ils sont asphyxiés. Bon, il faut savoir que le CES, c'est quand même majoritairement des associations. Il y a un avis qui vient d'être voté à l'unanimité au CESE sur le financement des associations, une urgence démocratique. Voilà, on a des syndromes d'épuisement professionnel dans l'ESS qui sont quand même un peu dramatiques, quoi.
Voilà, donc si on veut donner les clés du voilier aux citoyens et citoyennes, il faut des encouragements, des autorisations et bien évidemment des moyens, j'y reviendrai. Urgence numéro 4, penser en dehors de la boîte, comme disent les Anglais. 3 exemples. On a lancé avec le réseau des ressourceries et recycleries et Zero Waste une campagne contre la face déco, plus 88% de mise sur le marché en 5 ans de grenouilles en plastique, de petits meubles jetables. Voilà, c'est une catastrophe écologique et sociale aussi, parce qu'il faut voir dans quelles conditions tout ça s'est fabriqué. Et il y a une journaliste qui me dit, mais on ne peut pas interdire aux entreprises de produire. Ce à quoi je lui ai répondu, oui, c'est la liberté d'entreprendre, c'est fondamental, etc. Et la liberté de respirer un air pur. La liberté de boire une eau sans PFAS, c'est pas important comme liberté aussi? Peut-être qu'il faudrait re-hiérarchiser le CAC 40 des libertés, là, parce qu'il y a un petit problème quand même. Hein. Troisième sortie de la boîte, là. Alors, moi, je bosse dans les assos depuis 30 ans, tout ça. Bon, alors, oui, les assos avec les bénévoles, bon, c'est sympa, mais bon, voilà. Donc, ce qui n'est pas... pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous n'êtes pas capitalistique, vous n'êtes pas crédible, en fait. Je pense qu'il y a eu quand même un espèce de lavage culturel, que ce qui est sérieux, c'est capitaliser. Alors, quand on leur dit qu'il y a 500 ateliers vélo en France aujourd'hui avec des bénévoles qui... quand ils font ensemble, ils atteignent 30% des objectifs de réemploi de cycle. Alors, intéressant quand même. Hein, quand on donne les clés du voilier aux citoyens, aux citoyennes, ils font des trucs incroyables avec des bénévoles, les ateliers, etc. Donc là aussi, on peut aussi changer la société en donnant les moyens aux citoyens au travers de leurs organisations qu'ils décident. Voilà. Et ça m'amène à un autre point, on passe beaucoup du passage à l'échelle, on a un vrai dialogue avec l'ADEME là-dessus. Quand on pense passage à l'échelle, on pense la méthode industrielle, hein, qui est la méthode qui a formaté les cerveaux depuis 40 ans. Donc ces grands camions, entrepôts Amazon, etc., on centralise, etc. Et on dit, c'est plus la bonne méthode. Voilà, c'est cette méthode-là, productiviste industrielle, qui nous conduit dans la catastrophe dans laquelle on est là. On change de méthode, peut-être. Peut-être que la bonne méthode, c'est de considérer que l'avenir, c'est des structures, et j'arrive au point de la mesure des mesures à Vincent, des structures à taille humaine, connectées entre elles, qui vont, en faisant réseau, en faisant archipel, peuvent passer à l'échelle, mais d'une autre façon. On change de méthode. Et n'est-il pas temps ? Et effectivement, moi, je pense que la démesure aujourd'hui est une des racines fortes de la problématique qu'on vit. Démesure de la prédation des ressources naturelles, démesure de la recherche de profit, démesure de la taille des organisations où les gens sont des pions sur un échiquier. Et pour revenir sur la démesure de la recherche de profit, effectivement, la planète brûle. Et est-il possible, il y a 20 ans, 30 ans, quand on était moins conscientisés tous, pour dire, il y a des gens qui veulent devenir riches, des autres qui veulent bosser dans les assos, les goûts et les couleurs, bon, à l'extrême, chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas raisonnable de vouloir devenir riche, moi, je veux dire, c'est pas adapté. J'enlève l'idéologie, quand la maison brûle, on se dit, ben tiens, aussi, j'allais devenir riche. C'est dément, enfin, excusez-moi, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on a assisté ces dernières années, alors nous, on milite pour le soutien des pouvoirs publics aux initiatives citoyennes de sobriété. On rame au niveau des financements, mais c'est terrifiant. Et dans le même temps, on voit des milliards d'euros déversés sur les startups, dont 70% vont faire faillite. Voilà, il est temps qu'on réinvestisse, qu'on refasse confiance aux citoyens, citoyennes, qu'on leur donne les moyens d'agir. Au-delà du fait que c'est hyper efficace, on a besoin d'espoir. Merci. Merci beaucoup. Je vais finir le tour de table avec toi, Caroline, mais juste en un point très pratique, Cécile Duflot. Catherine a abordé la question, effectivement, le point Godwin qui nous est opposé dans n'importe quel débat quand on dit que l'écologie doit primer sur l'économie. Il y a un philosophe qui s'appelle Patrick Savidan qui parle de démocratisation à l'aspiration plutocratique. En gros, depuis les années 80, avec Berlusconi, Trump, l'idéal absolu, c'est de vouloir devenir milliardaire. Et dès qu'on impose, en disant il y a quand même des limites planétaires, on dit mais vous êtes des Khmers verts ou j'ai découvert récemment le néologisme de talibio, voilà, pour montrer que quand même il faut savoir raison garder. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Une étude d'Oxford absolument passionnante qui, comme savent le faire parfois les
Les anglo-saxons étudient sur 90 ans les clés du bonheur humain. Donc ils ont pris une cohorte d'étudiants et simultanément de jeunes grandis dans un quartier défavorisé. En tout, ils travaillent sur 200, je crois, personnes. Et à la fin des fins, c'est pas du tout ni le niveau de vie, ni le niveau d'études, ni etc. Ce qui est déterminant dans la qualité de vie et l'expression du bonheur, c'est la qualité des relations. En gros, est-ce qu'il y a des gens qui les aiment? Et est-ce qu'eux, ils aiment des gens? Alors, c'est quantifié. Si vous cherchez sur Internet, vous le trouverez vite. Alors, pas ici parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi, mais si vous le trouverez, vous trouverez cette étude. Et donc, je pense qu'il faut répondre ça. Et je fais totalement écho à ce qui vient d'être dit. En fait, je pense qu'une partie d'entre nous a été mithridatisée et attaquée au vaudou par tout un discours où on s'est dit « Ah non, mais c'est difficile, il faut essayer de montrer qu'on est super professionnel, remplir tous les critères et de se coller à cet imaginaire-là. » Parce que ce n'est pas du tout vrai que l'immense majorité de la population aspire à être milliardaire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ceux qui le sont, et pour le rester, ce qui ne les rend pas d'ailleurs toujours très heureux, en fait, ils veulent toujours être le plus riche. Et ce que j'ai compris, c'est qu'une fois qu'ils sont le plus riches, on a le spécimen chez nous, hein, la grande angoisse, c'est qu'ils peuvent chuter. Donc en fait, ça ne va jamais bien. Parce que tant qu'ils ne le sont pas, ils ne le sont pas. Une fois qu'ils le sont, ils peuvent descendre. Donc je pense que si on leur enlevait les 3/4 de leur fortune, ils ne seraient pas plus angoissés, ni plus heureux, ni plus malheureux. Et ça, il faut l'assumer très clairement. L'autre chose, c'est de dire, n'ayons pas peur d'affirmer un autre modèle et de ne pas être craintif de tout ce qu'on fait peser en disant vous êtes des bitnos, ça marche pas, les gens c'est pas ça qu'ils veulent, vous n'êtes pas sérieux, et que donc les écolos d'ailleurs sont tombés dans cette histoire de s'habiller très bien, de faire des démonstrations très carrées, d'être un peu réalo. En fait, je suis complètement d'accord, il y a plein de choses qui fonctionnent beaucoup mieux, de façon beaucoup moins coûteuse, et que comme dans Le Petit Prince, il y a vous savez, le comptable qui dit « je suis un homme sérieux », et ça le fait gonfler d'orgueil. On fait partie d'une génération qui a été totalement inhibée par des gens qui ont fait des études dans la même école que moi, et que toi, Caroline, je crois, qui expliquaient que la fluidification des marchés était facteur de croissance. Et des choses absurdes, des choses vraiment débiles. Pourquoi les startups font faillite? Parce que des gens croient à des espèces de modèles économiques complètement farfelus, mais parce qu'il y a tellement d'argent à dépenser, et puis qu'il faut imaginer que peut-être on va gagner, que c'est beaucoup plus irrationnel que beaucoup de choses très irrationnelles, comme croire qu'on va s'en sortir en jouant au loto, par exemple. Et donc, je pense qu'il faut essayer d'affronter ce discours-là de manière hyper détendue, de dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. De dire aussi que les assureurs, c'est mes préférés. Je le dis pas parce que je suis sociétaire Maïf, donc je fais un disclaimer, mais les assureurs, c'est le meilleur job du monde. En fait, le principe de base, c'est que jamais tu dois dépenser de l'argent. Et si ça risque de te coûter plus cher, tu as un modèle de risque qui te permet d'augmenter les prix. Donc c'est un job pas inventif du tout. C'est pas très intelligent non plus, c'est juste ultra basique. Mais quand même, ils ont une puissance pour faire la morale à tout le monde, une capacité à vouloir imposer qu'on oblige, je ne parle pas de la Maïf, je le redis, qu'on fasse assurer tout le monde pour des trucs, comme les mecs des ascenseurs. Moi, j'ai des tonnes d'histoires et je termine avec la plus belle histoire, l'histoire des ascensoristes. On n'a pas beaucoup de boîtes d'ascenseurs. Normalement, tu devrais te dire, en fait, c'est le capitalisme. Les meilleurs ascensoristes, c'est eux qui font l'entretien des ascenseurs. Pas du tout. Déjà, ils sont un peu partagés le marché. Et deuxièmement, quand ils ont des petits problèmes de budget, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un travail d'influence assez intelligent pour montrer qu'il y a des accidents d'ascenseurs. Et là, on dit, aïe, 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 gros problème de sécurité. Il faut un décret de sécurité des ascenseurs. Et notamment, il faut mettre en place la précision d'arrêt. La précision d'arrêt, c'est le fait qu'un ascenseur, jusqu'à maintenant, tous les ascenseurs qui ont été construits, jusqu'en 2015, ils avaient plus ou moins 2 cm entre le palier et l'ascenseur. Donc forcément, ça fait une petite marche. Et si on ne marche pas bien, on peut buter, etc. Pour atteindre les 2 mm, c'est, de mémoire, 3 milliards de chiffre d'affaires. Il suffit qu'un ministre signe un décret et bim, 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 ça fait 3 milliards de chiffre d'affaires. Ils ne sont pas inventifs, ils ne sont pas travailleurs, ils n'ont rien fait de particulier, ils n'ont rien inventé, juste ils ont eu un décret qui leur permet d'avoir du chiffre d'affaires. Et on est quand même dans un modèle aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de la plutocratie, mais quand même, où en fait on fabrique du profit pour quelques-uns
en utilisant des décisions générales. Alors, est-ce que c'est que les politiques ne sont pas courageux? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de cap? Un peu des deux. Mais ce n'est pas que les lobbies, parce que ce n'est pas les lobbies qui votent, ce n'est pas les lobbies qui signent les décrets. C'est des gens, et des hommes et des femmes qui sont à leur place. Alors, est-ce qu'on demande leur avis aux gens? Oui, quand même, via les élections. Sauf que le problème, c'est qu'on est en train de fracasser le lien démocratique entre le vote et le sens du vote. Et ça, c'est une difficulté très grande. Donc c'est pour ça que la proximité permet de réparer ça. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut être aussi interrogatif sur le fait qu'une grande partie, y compris des acteurs de cet univers-là, ont préféré, et les écologistes ont préféré se dire, on va faire, je le dis et je termine là-dessus, le labo des partis, qui est l'émanation de la primaire populaire, a dit, bon, on a eu un gros hic sur toute notre démocratie participative, tout ça, je m'arrête, c'est promis, je ne parlerai plus du tout, c'est ma dernière intervention. On va travailler sur la question des partis. Et ils ont travaillé sur plein de modèles, dont un modèle qui est de dire, bon, les trucs nationaux, on s'en occupe pas, trop compliqué, on se concentre que sur les territoires. Et c'est ça le seul risque. Si je pointe un risque sur l'ESS, une approche écolo, c'est de dire, restons dans notre truc à nous, où on mesure bien, travaillons sur les territoires, en proximité avec les gens. Sauf qu'au niveau national, voire international, il y a quand même des gens qui décident. Et la question, ça va être d'investir ces champs-là, de ne pas avoir peur du niveau national, de ne pas avoir peur de dire nos règles de l'ESS sur le plafonnement des écarts de salaire, elles sont bonnes, elles sont dans la loi. Est-ce qu'on peut réglementer le salaire maximum? Oui. Avant qu'on réglemente le salaire minimum, il n'y avait pas de réglementation, il y en a une. Donc est-ce que tout ça, toutes ces règles-là peuvent devenir des règles communes? Oui, évidemment. Et pour terminer, il suffit de lire les débats parlementaires qui ont interdit le travail des enfants. Vous prenez les arguments qui s'opposent, et vous pouvez utiliser les mêmes, la compétitivité, fragiliser l'économie française, pour n'importe quel argument qui vise à transformer le système en profondeur. Donc il ne faut juste pas être timide. Analogie parfaite. Toutes nos amitiés évidemment aux diplômés de l'ESSEC et aux dirigeants de boîtes d'ascenseurs. Je finis ce tour de table avec vous, Caroline Néron. Donc, Cécile vient de dire effectivement de l'importance de la mesure, mais de ne pas le cantonner à l'ESS. Ça tombe bien parce que c'est un des outils forts de la structure que vous dirigez, à savoir Impact France, avec un impact score. On va commencer par ça dans une période d'urgence. Il faut commencer à... Il y a urgence à ne pas se planter sur ce qu'on mesure comme étant la performance d'une boîte, c'est bien ça? Juste en réaction à ce que vient de dire Cécile, parce que c'est quand même ça le cœur du sujet, la question c'est à quoi on sert et à quoi on peut servir pour en même temps, nous, être un socle d'avenir et d'une vision d'avenir, et en même temps entraîner au maximum ceux qui sont quand même un peu au milieu du guet. Parce que bien sûr, il y a toute une partie de société, on va dire, d'accaparement plutocratique, ultra-capitalistique, qui réunit voilà, des gens qui ont une vision claire autour de ça. Enfin, il y a quand même toute une partie aujourd'hui de l'économie française qui se pose des questions et qui voit la situation que nous décrit Valérie Vasson-Delmotte bien en face. C'est-à-dire que des industriels qui savent que dans 12 ans, ils n'auront plus accès à des métaux pour pouvoir faire leur business. Même Renault qui dit, bon, ben voilà, toute notre transformation là, sur la voiture électrique, mais les batteries, comment on fonctionne. Donc en fait, on a quand même... En même temps, on est dans une période de repli, voire parfois de déni, et peut-être qu'on peut analyser le vote aussi extrême droite aujourd'hui comme une forme de déni. Il ne faut pas se transformer, et puis en plus, il n'y a pas de problème migratoire. Bon, voilà, on ferme les frontières, on reste entre nous, on enlève toutes les obligations environnementales, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. C'est quand même un peu... on aimerait peut-être tous l'entendre, en fait. On continue comme avant, puis il n'y aura pas de problème. Mais il y a toute une partie de l'économie quand même qui voit qu'il faut absolument changer et que le changement, il est essentiel et qui est perdu. Et donc la capacité d'acteurs aujourd'hui qui ont réfléchi, qui ont montré qu'il était possible de faire autrement, de manière quand même assez radicale pour les acteurs de l'ESS, d'être acapitalistes, leur capacité aujourd'hui à dire on peut avoir et proposer aux acteurs économiques d'avoir d'autres objectifs que des objectifs d'hypercroissance débridés. On peut avoir d'autres rapports avec l'État que faire de l'optimisation fiscale tous les matins. Et qu'en fait, même peut-être que c'est ça qui va nous permettre d'être durables et de consolider quelque chose d'un petit peu solide pour demain. Il y a quand même toute une partie des acteurs qui peut l'entendre, qui peut travailler,
mais qui est perdu. Et donc, quand Cécile dit, bon, ben voilà, aujourd'hui, comment on va, vis-à-vis d'acteurs politiques nationaux, européens, bien sûr, porter la voix de l'ESS, défendre l'ESS, défendre ce qu'elle a, défendre peut-être son développement, mais aussi avoir des discours forts sur les engagements et la manière qu'on peut faire autrement, qui dépasse l'ESS d'une certaine manière, mais qui est inscrit dans nos valeurs, bah peut-être que là, il y a un rôle historique à jouer et qu'on peut jouer vraiment aujourd'hui. Et donc, quand vous disiez la mesure, c'est juste que aujourd'hui, les acteurs de l'ESS, ils ont clairement des indicateurs et des objectifs qu'ils se donnent à eux-mêmes et qu'ils peuvent proposer à l'ensemble des entreprises. On sait que, par exemple, le partage du valeur et du pouvoir. On n'a pas d'autres secteurs qui aient plus travaillé sur ces questions, qui sont quand même des questions hyper clés, qui nous ont été rappelées depuis les Gilets jaunes. Mais bon, le premier débat qu'on a fait avec Cécile, c'était au lendemain des Gilets jaunes. J'ai l'impression qu'on dit tous les ans un peu, on actualise. Mais c'est exactement ça, en fait. Comment, aujourd'hui, sur le partage de la valeur et du pouvoir, on a quelque chose à se dire à nous, à s'améliorer, mais à dire à l'ensemble des acteurs économiques. Comment, sur les enjeux de limitation des impacts négatifs écologiques et sociaux, parce qu'on a plein d'entreprises inclusives, toutes les entreprises inclusives sont ancrées dans l'ESS principalement, comment aujourd'hui on est en capacité de bouger, de faire des transformations sur les enjeux de sobriété et donc de penser la question climatique et la limitation au maximum de son impact négatif climatique. Voilà, il y a des choses à dire et par exemple de dire au plus près des scientifiques, si on veut réussir nos objectifs, il faut baisser, allez, je ne veux pas dire peut-être je vais me tromper sur les chiffres, mais de à peu près 7,5% de l'empreinte carbone de chaque entreprise en France. Et ben voilà, on se donne ces objectifs et on pense et on promeut auprès des acteurs politiques, nationaux, internationaux, le fait que toutes les entreprises doivent le faire, doivent être encouragées à le faire, doivent être soutenues à le faire, doivent être peut-être contraintes à le faire. Et puis sur l'impact positif, c'est ce que vous disiez un peu dans votre Valérie, comment on préserve, comment on régénère, comment on est en capacité d'avoir un impact positif social et écologique. Les entreprises de l'ESS sont les premières à avoir travaillé sur cette mesure d'impact social, mesure d'impact environnemental aujourd'hui, et peuvent donner des indications de comment ça pourrait être. Donc c'est vrai que c'est ce qui nous paraît aujourd'hui, la possibilité qu'on a aujourd'hui collectivement de se dire, oui, potentiellement, il y a des visions qui s'affrontent, mais il y a aussi tout un entre-deux d'acteurs qui sont prêts à bouger et qui ont besoin de voir comment, qu'on peut vraiment éclairer aussi en essayant de positionner des objectifs clairs pour les entreprises, des objectifs clairs aussi pour les acteurs économiques qui permettront de faire bouger la vision de la réussite d'une entreprise, la vision de ses résultats, et qui pourrait permettre finalement d'avoir un vrai changement. Quand vous disiez il y a 10 ans, l'impact sur les forêts, ça veut dire que peut-être dans 10 ans, comme ça je vous amène votre question de fin. Oui, on monte 5 doigts de la main et je pense que c'est pour m'indiquer ce qu'il nous reste. Et que dans 10 ans, effectivement, on aura promu aujourd'hui des objectifs écologiques et sociaux de transformation qui seront pris par peut-être 50% des entreprises françaises qui y verront une possibilité de solution pour elles, au-delà de celle de directement rejoindre l'ESS. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui déjà pour la fast fashion, les acteurs du textile qui ne sont contre la fast fashion. Certains sont de l'ESS, certains ne le sont pas, mais finalement les engagements, ce qui est proposé pour lutter contre la fast fashion, c'est quand même ancré dans les valeurs de l'ESS, et ça intègre finalement, perfuse dans l'ensemble de l'industrie textile. Et ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on peut faire sur des secteurs clés, par exemple sur l'émergence du réemploi, qui est un enjeu majeur.
et sur ce que vous disiez, sur la lutte contre la phase d'éco. Voilà, en fait, on a des secteurs entiers qui peuvent être perfusés des valeurs de l'ESS pour se transformer réellement. Merci beaucoup. Alors, il nous reste effectivement 3-4 minutes. Est-ce que l'un d'entre vous, sauf Cécile Duflot qui a épuisé son temps de parole, veut nous dire où atterrir en voilier dans 10 ans alors? Valérie Masson. Alors, il y a des évolutions futures possibles contrastées. C'est clair. Alors, je vais essayer de vous motiver à vous relever les manches, parce que c'est ça l'enjeu. Donc, dans 10 ans, donc juin 2034, on sera dans un monde 1,5 degré plus chaud, ça c'est sûr. On aura anticipé les contraintes liées aux ressources en biomasse, en eau, au choc sur la production alimentaire. On aura fait évoluer nos pratiques alimentaires. On aura élargi la sécurité sociale à l'adaptation, ce qui permettra aux gens de mieux rebondir, aux entreprises de mieux rebondir. Et on aura évité l'aggravation des inégalités malgré un climat qui aura continué à se réchauffer. On aura réussi à sortir du charbon, désinvestir du charbon. On aura réussi à avoir dans le monde une grande partie de l'électricité décarbonée, y compris avec des systèmes décentralisés permettant de rendre les petites communautés dans les pays en développement plus autonomes sur l'accès à l'énergie. On aura largement engagé la sortie du pétrole, notamment grâce à toutes les pratiques de mobilité active, de transport en commun et d'électrification du reste. On sera en train de sortir du gaz graduellement avec des progrès de recherche, de développement qui commenceront à porter leurs fruits pour décarboner l'industrie lourde. On aura renforcé le fonds pertes et dommages qui est aujourd'hui actuellement ridicule dans le monde, puisqu'on a mis sur la table pour aider les plus fragiles à reconstruire post-catastrophe l'équivalent du salaire des 3 footballeurs les mieux payés au monde. Et donc on sera à hauteur des enjeux, plusieurs centaines de milliards d'euros par an, ce qui renforcera les solidarités entre les différents pays du monde. Et on aura intégré à chaque fois qu'on est touché par des événements extrêmes dans tous les secteurs une reconstruction plus résiliente grâce à l'engagement des assureurs dans cette direction qui n'est pas encore tout à fait à hauteur des enjeux. On aura permis de réduire les vulnérabilités, ce qui limite en fait les impacts d'un climat qui se réchauffe. Et on aura fait des vulnérabilités une force. Je pense notamment aux femmes suisses qui ont gagné devant la Cour européenne des droits de l'homme, les femmes âgées suisses, disproportionnellement touchées par les extrêmes chauds, donc contre l'inaction de leur propre gouvernement. Et donc on aura montré que les vulnérabilités, ce n'est pas seulement celles des enfants ou des écosystèmes les plus fragiles. On aura montré qu'on a des vulnérabilités partout, à tous les niveaux de la société, dans toutes les catégories d'âge. On en aura fait une force de solidarité pour agir de manière plus efficace. Et on aura montré que les engagements de la COP28 étaient tièdes et qu'on aura pu aller bien plus vite. Incroyable. Plus belle anaphore depuis moi président en 2012. Et vous êtes investi dans quel circo, Valérie, pour le 30 juin? Vous voulez vraiment passer après ça? Allez-y, non, je plaisante. Juste, alors c'est pas un droit de réponse, mais simplement parce qu'il y a quand même un sujet sur les assureurs, donc je voudrais juste un petit peu remettre le ballon au milieu du terrain. Oui, les assureurs, majoritairement, ont ce réflexe-là. Nous, Maïf, on espère, et vous êtes sociétaire, je pense que vous connaissez bien, on espère faire notre métier un peu différemment, avec beaucoup de sincérité. Et ça, c'est clair. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on pilote l'entreprise depuis quelques années en ayant intégré effectivement la dimension sociétale, en faisant pas que de la planète notre seul actionnaire, mais ça fait un moment qu'on pilote notre entreprise avec un quadriptyque classique pour nous, mais pas forcément pour tout le monde. En particulier, donc, ce que j'appelle quadriptyque, c'est comment on partage la valeur, au final, la valeur créée. Bien évidemment vers nos sociétaires, vers nos salariés, parce que nous sommes avant tout une société de service, donc pour bien servir nos sociétaires, il faut aussi que nos salariés soient dans de bonnes conditions. Vers l'entreprise, parce que cette entreprise, elle doit rester innovante. C'est une entreprise de l'économie sociale, elle a besoin presque plus de moyens que les autres pour continuer à être innovante. Et puis on y a rajouté effectivement la planète il y a peu de temps, mais on pilote l'entreprise depuis quelques années avec cela. Donc, et on n'est pas dans une recherche de profit, parce que le profit, c'est un profit qui est le vôtre, qui est le mien, c'est le profit qui va à l'ensemble de nos sociétaires. Et puis juste un mot peut-être, je vais reprendre un mot, mais en le tordant un tout petit peu, en le mettant un petit peu à ma main.
de Claude Alforneri, et en disant que si dans 10 ans on a une ESS qui est fédérée et qui est militante, on peut faire basculer la réalité, ça c'est clair. Moi, ce que je nous souhaite, c'est que dans 10 ans, on ait réencastré l'économie dans la société. Polanyi, qui dit que quand ça se désencastre, ça finit mal, quoi. Voilà. Donc qu'on reprenne le pouvoir sur l'économie, ça me paraît vraiment, et que l'État redevienne très pleinement au service de l'intérêt général, par exemple, soyons fous. Moi, j'ai du mal, je passe ma vie dans des visios, comme surtout sur qu'est-ce qu'on fait, etc., avec des propos très défaitistes. Je suis un peu au bout de ma vie, comme beaucoup de gens. Et moi, j'ai du mal à voir à 10 ans. Par contre, je sais que c'est pas perdu, qu'il y a des méthodes de community organizing notamment qui permettent, au travers de porte-à-porte, d'aller chercher les abstentionnistes, d'aller débattre. Moi-même, je pense à poser une semaine de vacances avant le 30 juin pour aller dans mon village du Lot, faire du porte-à-porte. Enfin, j'étais dans une vidéo ce matin avec des personnes racisées qui sont dans une angoisse absolument épouvantable et qui ont fini par nous dire « Mais vous rendez compte de ce qui se passe là ?» Enfin, du genre, vous là, blanc, machin, truc. Je pense qu'il faut que ça soit l'étalon de notre mobilisation. Donc, je pense que les structures de l'ESS ont un rôle à jouer, là, peut-être. Si toutes nos organisations mobilisent tous leurs salariés pour aller lutter contre l'abstentionniste et faire barrage à ce qui nous pend au nez, là, on peut faire la différence. Voilà, ce sera mon mot d'espoir à moi. Merci. Un mot de la fin ? Oui, non, si dans 10 ans on arrive à être aussi bien organisé et finalement aussi ambitieux que d'autres qui ont réussi à imposer une vision de la société, peut-être qu'on arrivera à repositionner que toutes les aides qui vont aujourd'hui aux entreprises et organisations, toute la fiscalité, tout ce qui permet aujourd'hui de soutenir le monde économique et social soit conditionné à une certaine manière de fonctionner qui soit vraiment au service de l'ensemble de la société et que on ait pu faire les campagnes contre les niches fiscales brunes qui enlèveront malheureusement 4 milliards à CMA CGM, mais qui arriveront aux entreprises qui s'engagent dans la transition écologique, qui feront que l'innovation écologique et sociale n'ira peut-être pas au NFT et à la nouvelle start-up de chiens virtuels, mais aux réelles innovations écologiques et sociales qui sont au cœur des territoires. Juste une redirection finalement d'intérêt général, presque de bon sens, que ensemble on peut arriver à opérer. Vous avez oublié un point de l'anaphore, Valérie. Alors, en un mot, parce qu'il y a des grands signes. Oui, donc pour rendre possible ce que je décrivais tout à l'heure, ça demande pas mal de choses. Et donc la semaine prochaine, on rend public le rapport du Haut Conseil pour le climat qui évalue l'action de la France par rapport au changement climatique et qui fait des recommandations. Et j'espère que vous vous en emparerez. Merci. Merci à vous, merci à tous les 5. Vous avez entendu Cécile Duflot citant Oxford, les gens qui ont des liens sociaux ont une vie meilleure. Je vous rappelle que quand l'AFD en Allemagne, pas l'Agence française de développement, a dévoilé ses plans pour la remigration, ça a vraiment causé un vrai électrochoc, un vrai sursaut dans la population allemande. Ils ont été 2,5 millions à descendre dans les rues. L'AFD était crédité à l'époque de 27% dans les sondages. Ils ont fait 16% dimanche dernier. Il n'y a rien d'inéluctable. Soyons des millions samedi. Merci beaucoup à tous les 5.